Donc, est-ce que tu pourrais te présenter puis nous dire un petit peu quels sont les thèmes de ta recherche? Alors, je m'appelle Benjamin Morillon, je suis chercheur à l'INSERM. Je suis biologiste de formation et je travaille en neurosciences cognitives de l'audition. Donc, je m'attelle à comprendre comment le cerveau, l'activité neuronale, permet le traitement des sons et la compréhension de la parole ou le traitement de la musique. Je travaille à Marseille, à l'Université d'Aix-Marseille, dans l'Institut de neurosciences des systèmes, qui est un institut où on étudie la dynamique cérébrale. D'accord. Alors, je suis intéressée par cette. Tu disais que tu étudiais la parole et la musique. Je suis intéressée de savoir un petit peu comment est-ce que notre cerveau fait la distinction entre la parole et la musique, justement. On l'interprète de la même façon ou est-ce que ce sont des choses différentes? Alors, euh, déjà, si on veut comprendre la différence entre la parole et la musique, on peut déjà s'intéresser aux sons eux-mêmes. Et donc, il y a des chercheurs qui travaillent en acoustique qui s'intéressent à étudier les sons. Et il y a beaucoup de dimensions dans un son. Il y a son volume, il y a sa fréquence grave, aiguë, il y a les rythmes présents dans les sons. Euh, donc déjà, la parole et la musique sont extrêmement différents. Par exemple, quand je parle, les modulations de volume de mon son sont principalement produites par les mouvements de ma bouche qui s'ouvrent et qui se ferment. Et ça correspond à peu près au rythme des syllabes. Et globalement, je prononce 4-5 syllabes par seconde. Donc c'est un rythme assez rapide. Tandis que le rythme de la musique, globalement, est autour de... donc c'est le tempo, il est aux alentours de 2 fois par seconde, 2 Hertz, où on dit aussi, on compte en nombre de bits par minute, BPM, c'est aux alentours de 100-120 BPM. Voilà. Donc ça, c'est une première distinction, c'est-à-dire que la parole va plus vite que la musique, en quelque sorte. L'autre grande distinction, c'est que la musique est très riche harmoniquement, c'est-à-dire que il y a différents instruments avec différents timbres, et c'est principalement les mélodies, l'aspect spectral, grave, aigu, qui fait qu'on écoute de la musique. Alors que dans la parole, si par exemple vous écoutez Dark Vador parler dans Star Wars, il a typiquement aucune prosodie, aucun timbre de voix. Il parle avec une sorte de bruit blanc, mais on comprend quand même ce qu'il dit. Donc il n'y a pas d'aspect spectral. Voilà. Donc ça, c'est au niveau acoustique. Euh, et après, nous, on s'intéresse à étudier comment c'est traité de manière différente dans le cerveau. Et donc, je peux vous parler, on a produit une étude dernièrement, aussi en lien avec l'université de McGill et Robert Zatorre, qui est professeur là-bas, et Philippe Alboui, qui est chercheur à Québec, au Canada. Et on a étudié si, dans le cerveau, on sait que l'hémisphère gauche est impliqué dans le traitement de la parole, principalement, et l'hémisphère droit dans le traitement de la musique. Et des gens pensent que c'est l'hémisphère gauche traite la parole et l'hémisphère droit la musique. Nous, on a une vision plus généraliste. On se dit, comment ça se fait que l'hémisphère gauche, tout d'un coup, il traite principalement l'aspect de parole dans un son. Et, et donc, ça rejoint ce que je viens de dire juste avant, c'est que ce qui est important dans la parole, c'est principalement l'aspect temporel, de suivre les syllabes qu'on prononce pour traiter chaque information et après les regrouper en mots, en phrases, en paragraphes, etc. Et ça, c'est principalement, en fait, on a trouvé que dans le cortex auditif gauche des humains, euh, les neurones étaient principalement sensibles à ces modulations temporelles, à ces rythmes, tandis que dans l'hémisphère droit, la même région homologue, mais dans l'autre hémisphère du cerveau, était principalement sensible aux informations spectrales, les harmoniques, les choses comme ça, qui sont très importantes dans la musique et très présentes dans la musique. Donc nous, notre hypothèse de travail, et on a eu des résultats qui vont dans ce sens-là, mais il faudrait faire beaucoup d'études pour comprendre tout en détail, c'est que en fait, c'est le type de signal présent dans le son fait qu'il va être traité plutôt par un hémisphère cérébral que par l'autre. Et c'est ça qui fait que du coup, on trouve plus d'activité dans l'hémisphère gauche quand on traite le langage et à droite quand on traite la musique. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas 100% de langage d'un côté, 100% de la musique de l'autre. Il y a quand même, les deux sont quand même un peu activés, mais il y a une préférence d'un côté ou de l'autre, c'est ça? Voilà. Alors oui, là, je parle d'asymétrie hémisphérique. Bien sûr, on pense toujours cerveau gauche, cerveau droit, des choses comme ça.
Donc la plupart des choses qu'on dit, qu'on entend sur cerveau gauche, cerveau droit sont fausses. Et bien évidemment, tout est relatif. Bien sûr, quand vous m'entendez parler, les deux hémisphères cérébraux sont activés et les deux traitent l'information. C'est juste que si on met un peu de pression dans le système, qu'on rend la tâche difficile, etc., on va voir émerger cette spécialisation parce qu'il y a un hémisphère qui est un peu meilleur, qui est un peu optimisé pour traiter l'aspect temporel des choses, l'hémisphère gauche, et un hémisphère qui est un peu optimisé pour traiter l'aspect spectral, les harmoniques, les fréquences, graves aiguës des choses, et c'est l'hémisphère droit. Alors justement, là, tu dis, il y en a un qui est meilleur pour l'aspect temporel, l'autre pour l'aspect spectral. Un mot simple, ou est-ce que tu aurais des exemples pour qu'on ressente un petit peu c'est quoi la différence entre l'aspect temporel, l'aspect spectral? Est-ce que tu Donc, aurais un exemple à nous donner? l'aspect temporel, c'est le rythme, c'est c'est le temps, c'est l'échelle du temps, et l'aspect spectral, c'est les fréquences, c'est grave aigu. Et donc, en fait, il y a aussi ça en physique, c'est qu'il y a une incertitude, c'est-à-dire que si on fait une analyse, même n'importe quel ordinateur, n'importe quel cerveau, n'importe quelle chose, on traite un son, on ne peut pas à la fois traiter des petits segments de son. Si on a un petit segment de son, donc par exemple 10 millisecondes, on ne va pas pouvoir estimer très précisément quelles sont toutes les fréquences, toute l'harmonie présente dans ce petit segment. Par contre, si on prend un grand segment de son, par exemple 1 seconde, là, au sein de cette seconde, on ne va pas savoir qu'est-ce qui s'est passé avant quoi. On ne va pas savoir l'ordre des différents événements. Mais on sait que globalement, sur cette seconde, on va avoir une très bonne estimation de quelles harmonies étaient présentes dans le son. Donc, c'est un peu une sorte de balance. On peut soit être très précis temporellement, soit très précis spectralement, mais c'est impossible de faire les deux. Et donc, la solution qu'a trouvée l'évolution, par le fait que beaucoup d'animaux ont deux hémisphères cérébraux, c'est de régler ce problème de devoir faire un choix en disant, il y a un hémisphère, il va optimiser tel aspect, et l'autre hémisphère, il va optimiser tel autre aspect. Et après, vu que les deux hémisphères communiquent, ils peuvent en quelque sorte s'échanger l'information qu'ils n'ont pas pu traiter proprement. Donc, si je traduis ça en un petit exemple, pour l'aspect spectral, donc aigu grave, c'est que notre cerveau va être, cette partie-là du cerveau va être plus apte à comprendre genre Benjamin, Benjamin. Le aigu et le grave, c'est ça. Et puis pour l'aspect temporel, ce serait Benjamin ou Benjamin. Où l'hémisphère gauche, il va comprendre que dans Benjamin, il y a 3 syllabes, donc il va pouvoir comprendre le sens du mot. Par contre, c'est vrai que même quand on fait de la parole, l'hémisphère droit est impliqué principalement dans la reconnaissance de la prosodie. Donc la prosodie, c'est la mélodie de la parole, donc interrogatif, exclamatif, et aussi reconnaître qui parle. Par exemple, quand je parle, depuis le début, j'ai le même timbre de voix. Donc il n'y a pas besoin de... On peut prendre l'ensemble de ce que j'ai dit pour bien estimer quelle est ma voix. Et donc ça, c'est reconnu principalement par des régions de l'hémisphère droit. Mais est-ce que l'exemple que je viens de faire était plus ou moins juste quand même entre le aigu grave et puis la rapidité ou est-ce que j'ai exagéré? C'est exagéré, mais oui, c'était l'idée. Ok, Après, d'accord. Oui, ben, je t'en prie, vas-y. non, quand vous avez dit Benjamin, vous avez été plus lent. Alors que Ouais. justement, la capacité de l'hémisphère gauche, c'est qu'il va arriver à détecter des variations dans le temps qui sont très fines. Par exemple, pour détecter les phonèmes, les p dans le langage, c'est des transitions qui sont très brèves, de l'ordre de 30 millisecondes. Et donc, pour arriver à les capturer, il faut avoir une résolution temporelle très fine. Donc, la résolution temporelle, c'est un peu comme en visuel, c'est le nombre d'images par seconde. On, si on n'a pas assez d'images, on va louper plein de choses. Donc, faut découper le temps qui est continu en segments et on peut les découper en gros paquets ou en petits paquets. Ça me fait penser, donc je traite un petit peu du son quand je fais des vidéos et donc souvent j'utilise un graphe qui est le temps en fonction de la fréquence. Voilà. Et donc finalement, il y a le cerveau gauche qui serait la résolution du temps et le Il va cerveau droit qui optimiser serait... celle-là. Voilà. Ok. Et Donc, donc le droit. Vas-y. encore une fois, c'est relatif. Les deux traitent les deux aspects, mais il y en a un qui va être un petit peu optimisé sur l'aspect du temps et l'autre un petit peu plus sur l'aspect des fréquences. Parfait. Le fait est que, de toute façon, en fait, l'univers, enfin, l'environnement extérieur
il est continu, mais nous, on perçoit le monde de manière discrète. Parce qu'on a des filtres, nos sens, ce sont des filtres, et nos filtres ont des limites. Donc, vous voyez bien ça, par exemple, quand vous regardez la télévision, il n'y a pas un flux continu d'images. Avant, même dans les anciennes télévisions, il y avait 25 images par seconde. En fait, c'est pas beaucoup. 25, il y a 25 images fixes par seconde, et nous, on a l'impression de voir quelque chose qui est dynamique, qui est continu. Parce que le 25, c'est au-delà du filtre visuel. Et si, par exemple, on voit 10 images par seconde, on va les voir une par une. On va s'apercevoir qu'elles sont indépendantes. Mais 25, c'est trop, c'est au-delà de nos capacités. Donc, on n'arrive plus à les voir une par une et on voit un tout dynamique. Et donc, c'est la même chose pour l'audio aussi. On a aussi cette perception discrète par paquet, si on veut, un auditif. Voilà, c'est ça l'idée du. Donc, la théorie, donc les gens ont beaucoup cherché en fait quel était notre filtre auditif. Et il y a un chercheur, David Poppel, qui a émis l'hypothèse qu'en fait, on n'a pas un filtre, mais on traite en parallèle à plusieurs vitesses. Et donc, c'est un peu cette chose de l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit aussi. C'est que il y a des groupes de neurones présents dans les deux hémisphères, mais un peu plus à gauche, qui ont une résolution très, très bonne temporellement. Et d'autres groupes de neurones qui ont une résolution moins bonne temporellement. Mais l'avantage de ces groupes de neurones qui ont une moins bonne résolution temporelle, c'est que du coup, ils font une analyse plus fine du signal. Et du coup, ça permet d'extraire la finesse des harmoniques, du timbre, de reconnaître qui parle, de reconnaître les différents instruments de musique, etc. Et donc, en fait, un même son va être traité en parallèle par plusieurs canaux de traitements neuronaux. Et après, forcément, ces différents traitements en parallèle vont aussi être mis en commun pour avoir une image cohérente du monde et la plus précise possible. C'est un peu l'idée de travailler en collaboration. Plutôt que chacun fasse un truc, on est plusieurs à se répartir les tâches et après on met en commun et ça fait quelque chose de mieux. Ok. Le cerveau fonctionne beaucoup comme ça. Et c'est quoi nos limites de perception alors en auditif en termes de résolution temporelle et spectrale, donc le temps le timbre, l'aigu, pardon. Alors c'est un peu difficile à dire. Par exemple, il y a donc des gens qui ont essayé de faire des études comportementales où ils essayaient de voir quand est-ce qu'on ne perçoit pas un son, s'il est trop court. Par exemple, on sait que visuellement, c'est le principe des images subliminales. Donc ça a été beaucoup utilisé dans la publicité, notamment en Amérique du Nord dans les années 50. Ils mettaient juste une image qui durait 30 millisecondes au sein d'un film et ils incluent une image avec une pub pour Coca-Cola, typiquement. Et en fait, c'était trop court pour que les gens l'aperçoivent consciemment, mais leur cerveau l'avait quand même perçu de manière inconsciente. Et du coup, les gens, ça les influençait un peu à se dire « Ah, j'ai soif, je boirais bien un truc, ah, pourquoi pas un Coca-Cola, etc. » Donc, après, ça a été interdit. Et ça, c'est beaucoup étudié parce que, aussi par les scientifiques pour comprendre justement les résolutions de traitement de l'information. Et en son, ce qui est un peu bizarre, c'est que si je présente un son, en fait, ça dépend déjà du volume que je mets. Plus le son est fort, moins il a besoin d'être long pour être entendu. Okay. Donc, c'est pas juste une dimension. Et en fait, c'est aussi différent. Par exemple, si je mets un son continu et que je mets un petit moment de silence, ce moment de silence, même s'il fait 1 milliseconde, on l'entend. C'est une petite coupure dans le flux de son. Par contre, si je présente un son d'1 milliseconde, ça ne va pas être la même résolution. Donc en fait, on n'arrive pas trop à conclure de quelle est la résolution de nos filtres auditifs parce qu'en fait, ça dépend beaucoup des paramètres qu'on utilise, du paradigme qu'on utilise pour faire l'expérience, etc. Donc j'ai pas de réponse claire et définitive parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étapes de traitement, il y a beaucoup de neurones impliqués, etc. Et il y a une flexibilité. Le but du cerveau, c'est quand même de s'adapter à son environnement. Et donc à chaque type d'environnement qu'il perçoit, il va essayer d'optimiser. Donc, on ne peut pas avoir une réponse fixe. En fait, c'est assez flexible. Alors, si je restreins pour essayer d'avoir une réponse, mais restreignons à quelque chose qui est peut-être plus simple. Si on parle juste de la parole, donc on a un volume qui est à peu près le même, est-ce qu'on a une limite basse et une limite haute de la fréquence à laquelle on peut parler, pas qu'on peut parler, mais qu'on peut être compris? Oui. Alors ça, on étudie par exemple ça dans notre laboratoire. Euh, donc, les gens parlent globalement dans toutes les langues du monde aux alentours de 5 syllabes par seconde. On a l'impression que certains langages vont plus vite que d'autres, etc.
c'est vrai, il y a des petites différences, mais c'est les différences de 1 à 2 Hertz. Il y en a, ils parlent plus à 4 syllabes par seconde, d'autres plus à 6, 7. Ce n'est pas une grande différence. C'est aussi parce que quand on parle, probablement qu'on a des limites à articuler. Alors après, il y a des gens qui s'entraînent à parler très vite. Il y a beaucoup de vidéos sur Internet que vous pouvez voir où les gens, par exemple dans les ventes aux enchères, etc., parlent extrêmement vite. Et puis il y a des gens, notamment les personnes âgées ou les gens qui ont des problèmes, vont parler très lentement. Donc nous, on a étudié, on met de la parole, on l'accélère, on s'aperçoit que on peut parler, on peut comprendre bien tant qu'il y a moins de 15 syllabes par seconde, et après, on comprend moins. Par contre, ce n'est pas le seul paramètre qui fait qu'on comprend ou pas. Si je prononce un discours que vous avez déjà entendu, vous êtes capable de comprendre, même si je parle très très vite, alors que si je raconte des choses avec des mots qui ne sont pas fréquents, le contexte, vous ne connaissez pas le contexte, et que chaque mot est porteur de beaucoup d'informations, bah en fait, vous allez plus me comprendre même si je parle un peu moins vite. Donc, il n'y a pas que le rythme syllabique qui permet de comprendre la parole, il y a beaucoup d'étapes de traitement et chacune va influencer sur le fait qu'on peut comprendre de la parole accélérée ou pas. D'ailleurs, on voit bien avec YouTube, maintenant, on peut accélérer les vidéos. Et donc, beaucoup de gens s'entraînent et maintenant, ils regardent toutes leurs vidéos à x2, alors qu'il y a un effet d'entraînement, bien sûr, on peut. Voilà. Et ça me fait penser, je fais partie de ces gens qui regardent les vidéos YouTube en x1.5 ou x2 quand je cherche quelque chose de précis ou quand je trouve que la personne est trop lente. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, ça m'a fait penser quand tu l'as dit, que quand je mets en x2, il faut que j'augmente le volume. Hmm. Est-que c'est juste moi qui ne suis Non, pas très non, non. bonne ou ça a une logique? C'est, on imagine toujours le traitement de l'environnement comme des filtres. Et donc, c'est une question de signal sur bruit. Et donc, si on augmente le signal, typiquement le volume d'un son, ben, en fait, il y a plus de ressources qui vont être dédiées à son traitement. Et du coup, ça va être un peu plus optimisé. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est classique dans les expériences. C'est pour ça que c'est difficile d'établir des valeurs. Ah, 15 syllabes par seconde, c'est nanani. Bah, en fait, ça dépend de nos paradigmes. Si on monte le volume, on va peut-être pouvoir entendre jusqu'à 16 syllabes par seconde. Et puis, ça dépend de ce qui est dit, etc. C'est Ok. un peu ces notions aussi pour revenir, peut-être, il y a la notion, je pense, très importante d'apprentissage. Le cerveau, c'est quand même un organe qui a une plasticité neuronale. Donc, typiquement, les musiciens, si on imagine quelle est la résolution spectrale, si on peut entendre, si je présente deux sons, quand est-ce qu'on arrive à dire que c'est deux sons de fréquences différentes? Celle-là est plus aiguë que celle-là, ou quand est-ce qu'on n'arrive pas à le dire? Ça, typiquement, les musiciens vont être bien meilleurs que des non-musiciens pour faire cette tâche parce qu'ils s'entraînent. Donc, Ça, on peut entraîner notre oreille à des choses là, pour l'audio. voilà, pour le rythme, pour comprendre de la parole accélérée, pour la musique, pour tout en fait. Mhm. C'est quelque chose, encore une fois, ça me parle de ce que tu dis, parce que quand je fais mes vidéos, si je sais que quelqu'un qui a une oreille entend si le son est de bonne qualité beaucoup mieux que moi. Je suis beaucoup moins gênée par un son de mauvaise qualité, entre guillemets, qu'une personne qui a une oreille qui a été entraînée justement pour détecter, pour modifier le son finalement. Donc, en tout cas, petite anecdote. Pourquoi est-ce qu'on aurait... Le pourquoi est toujours un petit peu difficile, mais est-ce qu'il y a est-ce que tu vois une logique au fait qu'il y ait cette asymétrie dans le cerveau entre l'analyse de la parole et l'analyse de la musique? Donc, oui, alors, donc déjà pour revenir, donc évolutivement, on voit que énormément d'espèces animales ont deux hémisphères. Donc la question c'est pourquoi pas trois? Pourquoi pas? On n'en sait rien, c'est que des spéculations et c'est beaucoup plus le travail des gens qui travaillent sur l'évolution. Pas de trouver des pourquoi parce que c'est déterministe. L'évolution, c'est la théorie du hasard, mais on appelle ça un avantage sélectif. C'est-à-dire que les animaux qui avaient deux hémisphères, s'ils ont survécu, c'est parce que ça devait leur procurer un avantage de survie. Donc, trouver de la nourriture, pas se faire manger par les prédateurs, etc., se reproduire. Et donc, voilà, l'idée, c'est que le son a cette contrainte, on ne peut pas percevoir parfaitement tous les aspects du son. Donc, il faut faire un choix. Et en termes auditifs, bah, ce choix, c'est la dimension temporelle, la dimension spectrale. Euh,
Donc, ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment. Et pour l'hypothèse, moi, qui me semble la plus convaincante, et donc, qui est celle que je teste, et donc je trouve les résultats qui vont dans le sens de cette hypothèse, c'est que le fait que la parole et la musique soient latéralisées, c'est une conséquence de cette asymétrie au niveau auditif. Et qu'en soi, il n'y a pas trop de raisons qu'il y ait des régions dédiées à la parole dans un hémisphère, à la musique dans un autre. C'est plus la conséquence du... Par contre, il y a une vraie raison pour le fait qu'on traite plus l'information temporelle dans un hémisphère et l'information spectrale dans un autre. Mm-hmm. Ou au moins que ce ne soient pas les mêmes neurones. Les mêmes neurones ne peuvent pas faire les deux, donc il faut se répartir les tâches. Et justement, là, dans cette asymétrie-là, il y a aussi quelque chose d'intéressant. Je vais peut-être être naïve sur ce point-là, mais j'ai l'impression que quand on entend quelqu'un parler, on doit avoir un processus actif d'écoute, un processus actif pour comprendre les mots. Est-ce que pour la musique, c'est passif chez nous ou est-ce qu'on a cette même nécessité d'attention quelque part pour analyser cette musique? Ça dépend. En fait, la grande différence, beaucoup de gens, enfin nous-mêmes dans notre laboratoire, on compare parole et musique. Un des gros biais, c'est qu'on est tous experts en parole, parce que le langage, on l'utilise au quotidien. C'est notre moyen de communication, notre moyen vraiment principal. Bon, maintenant, on a les textos, les choses comme ça, Twitter. Mais la musique, donc moi, j'ai un collègue qui est musicien professionnel, d'Annihilation, qui est le chef d'équipe dans laquelle je travaille. Lui, quand il écoute de la musique, bien évidemment, c'est un processus actif, au même titre que quand il écoute de la parole. Par contre, des gens non musiciens, la musique, ça va être quelque chose de beaucoup moins actif. Parce que pour être actif, ça veut dire porter attention à certains aspects du son, ça veut dire aussi anticiper des choses, avoir des attentes, prédire des choses, essayer de détecter ce qu'on pense qu'on va percevoir, être surpris parce que on dit une phrase, si je dis le petit chaperon, tout le monde s'attend à ce que je dise rouge, et si je dis le petit chaperon camembert, il y a une grande surprise parce que tout le monde s'attendait à un autre mot. Vas-y. Notre cerveau est principalement une machine à générer des prédictions, on appelle ça des prédictions. Donc il fait des hypothèses sur le monde, il a un modèle du monde, et après la perception permet de confronter ce modèle du monde et de voir si ça marche ou pas. Donc, tout n'est que croyance, en quelque sorte. Et c'est cet exemple de prédiction sur le langage, le petit chaperon rouge, est-ce qu'on l'a aussi en musique? Parce que j'ai l'impression que des fois, on attend, là, il va y avoir un son, là, il va y avoir... Est-ce qu'on a aussi cette attente-là dans la musique ou c'est réservé au langage? Non, bien sûr. En fait, c'est une propriété générale du cerveau, donc c'est présent partout, pour tous les sens, etc. Et bien évidemment, les musiciens, donc les gens qui composent la musique, etc., jouent énormément de ça. On voit ça beaucoup. Donc la difficulté, par exemple, si on écoute un morceau de Chopin, il joue avec un certain rythme et tout d'un coup, il va décaler une note, elle ne va pas arriver et tout le monde sait que ça doit être cette note à cette fréquence qui est censée arriver à ce moment-là. Et il les décale, ça crée une attente. Tout le monde dit, il joue quand sa note? Après, il ne faut pas qu'il décale trop parce que sinon on se lasse. Donc c'est toute la subtilité de la mettre au bon moment. Et puis c'est pareil pour les fréquences. Les gens jouent une suite d'accords, on s'attend à tel accord, et puis tout d'un coup, ils mettent quelque chose d'inattendu. Et en fait, il y a des travaux, encore une fois, un des experts dans ce domaine-là, c'est Robert Zatorre de l'Université McGill, mais il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ça, sur le plaisir dans la musique. Et en fait, que le plaisir va naître quand on a une attente et que ce qu'on entend ne correspond pas à ce qu'on attendait, donc on est surpris, mais que ça respecte quand même des règles plus générales, par exemple les règles harmoniques ou les choses comme ça. Par exemple, si on entend un peu de musique, tout d'un coup, il y a un bruit de perceuse, c'est inattendu, mais c'est pas agréable. Tandis que si il y a une musique et il y a un accord qu'on n'attendait pas, mais qui correspond bien, en fait, qui respecte une sorte de règle musicale plus générale, là, on va éprouver beaucoup de plaisir. Et si on écoute des musiques où on prédit tout, on voit bien, les enfants, ils écoutent des comptines. Quand on est adulte, ça nous ennuie parce qu'en fait, on est capable de les anticiper complètement.
Donc en fait, ça ne nous fait pas marrer parce que c'est pas, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de surprise. C'est pour ça qu'on se lasse d'une musique finalement? Je dirais oui. Et je pense que c'est pour ça que plus les gens écoutent de musique, plus ils vont aller vers des musiques compliquées. Pour moi, quelque chose d'inaudible, c'est par exemple le free jazz, c'est beaucoup trop compliqué pour ma compréhension de la musique. Parce que je ne suis pas musicien de jazz, je n'écoute pas des 10 heures de musique par jour. Mais je comprends que des gens, en fait, ils sont tellement experts dans les choses, et ils sont lassés de beaucoup de musique. Et ces musiques-là qui sont très surprenantes, avec des variations dans les règles très rapides, il n'y a pas besoin d'écouter pendant 10 ans avant de se faire un modèle de comment se passe la musique. Et ben, voilà. Ils s'amusent en écoutant ça. C'est super intéressant. J'aimerais t'amener un petit peu sur un point qui est peut-être un petit peu différent, justement sur les musiques qui sont... il y a des musiques qui sont plus entraînantes que d'autres. Il y a des musiques qu'on écoute, encore une fois, sur l'attente et sur la façon dont on écoute la musique. Il y a des musiques, on les écoute et puis on est les bras croisés comme ça, puis on écoute, puis il ne se passe rien. Et puis il y en a d'autres, d'ailleurs, c'est dans le cas dans les concerts où il n'y a juste pas de chaise, parce qu'on sait que les gens vont danser. Ou alors on se met à taper du pied parce qu'on a envie de suivre la musique. Et donc finalement, il y a un lien, et je sais que tu travailles là-dessus, c'est pour ça que je t'y amène, il y a un lien visible entre notre corps finalement et ce que la musique provoque chez nous. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ça? Oui. Alors, oui, moi, c'est un sujet qui me passionne. Euh, donc, tout le monde, on danse. Bon, moi, je danse pas trop, je suis timide, voilà. Mais danser, c'est quelque chose de toutes les cultures du monde. Tout le monde danse. C'est comme la musique, c'est présent partout, de tout le temps, partout. Phrase très généraliste de début de mauvaise dissertation philosophique. C'est le cas pour la musique et pour la danse. Euh, Ce qui est intéressant déjà, c'est de voir qu'on ne danse pas en réaction à des sons autres que à des stimuli autres que des sons. Personne ne danse en regardant un film, en regardant un tableau, en mangeant du chocolat, en se faisant masser, en sentant des odeurs. Et je ne parle pas des autres sens de la proprioception, de la nociception, etc. Donc c'est que les sons, c'est que auditif. Donc il y a ce lien très particulier entre le système auditif et le système moteur. Pareil, on ne sait pas pourquoi. Il y a plusieurs spéculations. C'est peut-être que nos oreilles, on ne peut pas fermer nos oreilles alors qu'on peut fermer nos yeux. Donc l'oreille nous donne un retour objectif du monde. C'est peut-être parce que la première chose qu'on fait quand on est, c'est on crie, on produit une action et on entend le retour de notre action. C'est peut-être c'est des spéculations. Euh, Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on pense souvent que l'humain, c'est un être passif de perception, mais originellement, les animaux qui ont des neurones, c'est principalement des êtres d'action. Et nos sens sont juste des capteurs pour avoir une idée de si notre action est bonne ou pas. Par exemple, je nage dans l'océan, je suis un poisson primitif il y a 3 milliards d'années. Globalement, je nage au hasard, je vais peut-être aller vers de la nourriture, mais peut-être aller me faire manger par une proie. Tandis que si j'ai un capteur, ça va pouvoir me dire, ah bah là, il faut peut-être plutôt nager dans ce sens-là, dans ce sens-là. Mais le but premier, c'est de nager, comme c'est de se déplacer. Les sens, enfin, on est des êtres d'action, et il y a des boucles, c'est pour ça qu'on parle de boucles sensorimotrices entre la perception et l'action. Donc ça, c'est un point assez important. Et il y a ce lien très particulier du son, de sens sonore principalement, avec l'action. Mais il y a ce lien moteur, mais il est très spécifique parce qu'on ne Voilà, danse pas sur un discours, on ne danse pas non plus sur, je sais pas, moi j'ai jamais dansé sur de la musique classique, par exemple. exactement. Il y a quand même quelque chose dans certaines musiques. Oui, on le perçoit ce lien, mais il n'a pas l'air présent partout. Donc, qu'est-ce qui fait que Voilà. des fois on a ce lien et des fois on l'a pas? Et donc, euh, nous, on est en train de mettre en place une théorie où, donc la première étape, c'est de dire c'est que les sons. Et après, il y a encore deux autres raisons. C'est que, d'une part, si je te demande de taper des mains, est-ce que tu pourrais taper des mains? Voilà. Tu tapes pas des mains à 10 Hertz. 10 Hertz, c'est impossible, en fait. Au bout de 8 secondes, on a tous mal au bras. Et en fait, c'est aussi très difficile de taper le rythme, quelque chose de régulier, très lentement. Les musiciens s'entraînent, mais en soi, de faire. Moi, dans ma tête, en fait, je compte plus rapidement et je dis je tape tous les quatre. Donc, je triche en quelque sorte. Je tape un rythme lent, mais en fait, dans ma tête, le rythme est plus rapide.
Donc on s'aperçoit que les gens, naturellement, quand ils tapent, c'est aux alentours de 2 fois par seconde. C'est aussi le rythme de la marche, et en fait, c'est le rythme de nos mouvements de la tête, les choses comme ça. C'est la dynamique du corps, un peu, 2 fois par seconde. Et on s'est rendu compte, nous, en étudiant différents sens, notamment la vision et l'audition, que si on demande aux gens de suivre des rythmes, donc soit des flashs, soit des sons, ben, en vision, les gens arrivent mieux à suivre des flashs s'ils sont très lents, une fois toutes les 2 secondes. On est très mauvais à suivre un rythme en vision. Par contre, en audition, si on suit un rythme, c'est aux alentours de 2 fois par seconde aussi, un peu plus lent, 1 fois et demie. Mais du coup, c'est un rythme qui est compatible au rythme moteur. Donc, ils ont à peu près les mêmes dynamiques, ce qu'on appelle dynamique intrinsèque. C'est naturellement, leur vitesse de fonctionnement est assez similaire. Ils roulent à la même vitesse, en quelque sorte. Donc ça explique pourquoi on va danser sur de la musique et pas sur de la parole. La parole, la syllabe, c'est 5 fois par seconde, c'est beaucoup trop rapide. Et en fait, c'est un peu logique parce que la musique est produite avant les musiques électroniques, ou oui, musique électronique. La musique était produite par des humains. Et donc l'humain bouge à un rythme naturel de 2 fois par seconde. Donc c'est normal que dans la musique, on retrouve ce même rythme. Parce qu'il est produit par nous. Donc c'est un peu de la triche. Donc Voilà. ça veut Mais dire que toutes les musiques qui nous font danser sont toutes à peu près au même tempo finalement. On va avoir de la musique qui est toujours autour de 2 Hertz, donc 100 BPM à peu mais près. toutes les musiques sont globalement à ce tempo-là. Toutes. Par contre, ça n'explique pas. Alors, danser, ça, maintenant, par exemple, si on écoute par exemple de la techno avec des grosses basses, on va danser, mais on danse pour d'autres raisons. Là, c'est plus des raisons que ça fait vibrer le corps, donc c'est plus des raisons tactiles. Donc moi, je ne vais pas parler de pourquoi on danse, donc c'est pas vraiment auditif, c'est plus de la résonance du corps. Euh, donc moi, je vais parler par exemple de pourquoi on danse sur la musique qui groove, le funk, Michael Jackson, je ne sais pas, pour les gens qui ont 40 ans, quoi, ou plus. Donc c'est aussi que donc faut que ce soit au même rythme, au bon rythme. Et ensuite, faut que si la musique est trop prévisible, donc on revient à l'idée d'attente, etc. S'il y a un rythme qui est trop par exemple une marche militaire, c'est très calé, très rythmique, ben en fait on va jamais danser parce que on arrive à complètement anticiper le rythme. Par contre, les musiques qui nous font danser, c'est les musiques où il y a de la syncope. Donc la syncope, c'est par exemple si je fais poum ta poum ta poum ta poum ta, donc il y a un contretemps. Donc ça fait ta 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 ta. Ma bouche et ma main vont pas ensemble. Je pourrais faire pa 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 pa. La personne a envie de danser. Par contre, si je fais poum pa 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 pa, normalement, il faut danser à ce moment-là. Ok, excuse-moi. Mais moi non plus, je danse pas beaucoup. Et, Donc, et alors donc, attends, peut-être avant de rentrer plus dans le détail, donc ce que c'est la syncope, c'est que donc il y a un rythme en musical tempo, quoi qu'il arrive, les musiciens ils ont tous un métronome qui lui ne bouge voilà, jamais. voilà. Et dans ce métronome-là, ben, on va pas forcément mettre une musique sur pile, une musique à un son, pile sur quand le métronome arrive d'un côté. C'est ça la syncope? Voilà. Donc moi, par exemple, mes mains faisaient le tempo. Est-ce que ma bouche, qui, par exemple, souvent c'est basse batterie, donc il y a la batterie qui fait ça. Est-ce que la basse joue en même temps que la batterie, ou est-ce qu'elle va s'amuser à jouer au moment où la batterie joue pas? Et donc c'est comme ça qu'on définit la syncope. Donc c'est le contretemps, c'est entre deux temps. Donc ça c'est les temps. Ta 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 ta. Là je suis toujours à contretemps. Et donc si je suis toujours à contretemps, il y a un taux de syncope maximal. C'est pas, ça fait pas danser non plus. Si je suis toujours sur le temps, il y a un taux de syncope de 0, ça ne fait pas danser non plus. Et nous, on a montré, ainsi que d'autres chercheurs, qu'il y a un taux de syncope optimal qui donne envie de danser. Donc c'est une courbe en cloche, il y a le taux de syncope qui augmente. S'il n'y en a pas, on n'a pas envie de danser. Là, on a envie de danser, et après, on n'a plus envie de danser. Et en regardant l'activité neurale chez les participants qui écoutent ces musiques, on se rend compte que l'envie de danser, en fait, c'est comme pour pallier à un manque. C'est si le rythme est évident, il est présent dans le son, on n'a pas besoin de traiter le son, le rythme est là. Si la syncope est trop élevée, le son est trop complexe, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On se perd. Par contre, si c'est un peu syncopé, c'est un petit challenge qu'on arrive à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une petite complexité dans le rythme. Et donc,
Notre cortex auditif, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe tout seul, et du coup, il se connecte avec le système moteur, et le système moteur va l'aider à comprendre ce qui se passe. Et du coup, en gros, on bouge pour combler le fait qu'il manquait un son. Par exemple, la basse n'a pas joué avec la batterie, et ben on bouge en même temps que la batterie, parce que normalement, il aurait dû y avoir un son de basse à ce moment-là, sur le temps. Donc en fait, c'est comme une mise en combinaison. Il y a une complexité, il y a une difficulté. Le système auditif qui traite le son va faire appel au système moteur, et à eux deux, ils vont comprendre quel est ce rythme qui est un peu compliqué. Ok, alors pour ma question, je vais prendre l'exemple de la danse la plus simple possible, à savoir juste de taper du pied sur le rythme, parce que danser, ça peut être plus complexe. Et ce que tu dis, ça voudrait dire que quand on tape du pied, on ne taperait pas du pied forcément tout le temps exactement quand il y a mettons une batterie. Donc, on ne taperait pas forcément, c'est-à-dire qu'on rajouterait un mouvement là où il n'y a pas de son de batterie, c'est ça que ça veut dire? Si on tape sur la batterie, en gros, sur le tempo. Ouais. Ah, parce que Mais la batterie ferait le tempo et non pas le... ouais, C'est pas normalement, elle la qui amènerait batterie. la syncope. Ouais. Alors après, il y a des batteurs, bien sûr, qui mettent de la syncope, mais généralement, parce qu'ils ont plusieurs membres, mais généralement, ils ont un membre qui respecte le tempo, et après, ils peuvent, avec d'autres membres, mettre de la syncope. Mais généralement, ça va plus être la basse qui va mettre la syncope et la batterie qui va produire la structure. Donc, on bouge quand même sur le tempo, sur chacun des... Ouais. Et en fait, typiquement, c'est pour. Si on joue de la musique et que ça devient compliqué, on se met à taper du pied ou à bouger la tête pour en fait se redonner une représentation forte du tempo parce que le tempo n'est plus si évident dans la musique. Et donc l'idée, c'est que la danse, donc là en effet, on parle de danse très simplifiée, c'est l'envie de bouger, mais bon, souvent quand on danse, en fait, c'est assez simple. On n'est pas obligé de faire de la danse contemporaine, c'est autre chose ça. Mais je sais pas, de réagir à un concert quand on se remue en fait. Donc ça, c'est souvent on est très régulier et on est au rythme du tempo. Ok, donc, et si jamais la batterie ne suivait pas le tempo, qu'elle en loupait un de façon systématique, est-ce que nous, on taperait du pied quand même? Oui, mais si c'est trop compliqué, on se perd. Ok, C'est pour ça que normalement, il faut qu'il y ait quand même ce rythme présent dans la musique, parce que s'il est même plus présent, si on n'arrive même plus à l'extraire, bah après, ça devient difficile. ça, c'est quelque chose que vous observez en faisant des IRM pour analyser le cerveau, ce lien entre le système moteur et la perception du son? Alors, il y a plusieurs outils qui permettent de mesurer l'activité du cerveau chez l'humain. Euh, L'IRM fonctionnel, en fait, ça permet de savoir très précisément quelle région du cerveau va consommer plus d'oxygène, donc a priori, dont les neurones vont être plus actifs. Mais ça ne permet pas de savoir quand ça se passe. C'est-à-dire que dans une IRM, globalement, on met une seconde pour acquérir une image du cerveau. Et au sein de cette seconde, on ne sait pas quelle région s'est activée en premier, en deuxième, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse dans l'institut dans lequel je travaille, on s'intéresse aux dynamiques. Et pour s'intéresser à une dynamique, il faut avoir une très bonne résolution temporelle. Il faut enregistrer, avoir un peu une image de ce qui se passe dans le cerveau à chaque instant, chaque milliseconde globalement. Euh, et donc pour ça, on utilise d'autres outils, comme par exemple l'électroencéphalographie. Ce sont les bonnets qu'on se met sur la tête là, avec du gel. Mais le défaut de l'électroencéphalographie, c'est difficile de séparer les différentes régions du cerveau. Donc on utilise, nous, encore une autre machine qui est très coûteuse, ça s'appelle la magnétoencéphalographie. Euh, c'est une machine, c'est comme un énorme sèche-cheveux, il y a de l'hélium liquide parce que les capteurs doivent être très très froids, proche du zéro absolu. Euh, donc, la magnétoencéphalographie à Marseille, elle est associée à l'hôpital, c'est aussi utilisé pour des diagnostics cliniques. Et donc cette machine permet à la fois, on a des capteurs à la surface, il y en a 250. Par triangulation, on arrive à voir quelle région est activée et on arrive à savoir quel est le niveau d'activité à chaque milliseconde. Et grâce à ça, de savoir où ça se passe et quand ça se passe, on peut voir comment les régions communiquent. Et donc, vous Voilà. voyez ce lien moteur-auditif. C'est comme ça que vous analysez le taux de syncope qui est nécessaire pour avoir un événement moteur? Alors, le taux de syncope, on l'a plutôt analysé dans le comportement, en demandant simplement aux gens les musiques qui leur donnaient le plus envie de danser.
Et après, on regarde dans le cerveau, quand cette envie de danser est maximale, est-ce que la communication entre les régions auditives et motrices est aussi maximale? Et en fait, il y a plusieurs canaux de communication entre les différentes aires du cerveau. On essaie de voir quel moyen de communication est utilisé entre ces deux régions. Ok. Et c'est quoi les résultats que vous avez en ce moment, ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui? Bah, alors c'est un peu compliqué parce que donc souvent quand on enregistre ces données, on les analyse pendant au moins 2 ans. Hein, c'est compliqué. Et donc c'est plus en fait dans le cerveau, on voit qu'il y a des rythmes. Les neurones ont tendance à s'activer à certaines vitesses. Ça correspond à leur vitesse d'activité. Comme nous, on bouge à deux fois par seconde, bah, les neurones ont des rythmes. Et puis en fonction d'avec qui ils communiquent à différents rythmes. Et donc il y a une grande flexibilité. On essaye plutôt de voir quelles sont les fréquences, donc quels sont les rythmes impliqués quand on a envie de danser. Et on s'aperçoit que c'est une bande de fréquence qu'on appelle la bande de fréquence bêta, aux alentours de 20-30 Hz, 20 à 30 fois par seconde. Donc, c'est des oscillations neuronales. Et donc, c'est des oscillations qui sont beaucoup présentes dans le système moteur. Ils sont à la base, même quand on ne fait rien, on voit une fluctuation d'énergie à cette vitesse dans les régions motrices. Et on voit que c'est ces fréquences-là qui font la connexion entre les régions motrices et auditives quand en fait un son déclenche l'envie de bouger. Donc c'est sûr que si un son déclenche l'envie de bouger, c'est forcément qu'il y a une connexion entre les régions auditives et motrices. Et c'est par ces fréquences-là neuronales, donc ce moyen de communication. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les fréquences naturelles du cortex auditif. Le cortex auditif, au repos, il est activé, mais à d'autres rythmes, à la fois plus lent et plus rapide. Donc, par exemple, il est par défaut activé au rythme des syllabes, 5 fois par seconde, et, et un rythme beaucoup plus rapide aussi. Et donc, ce qu'on observe dans la communication, c'est comme s'il était initié par le système moteur. Parce que c'est son moyen de communication qui fait la connexion. Voilà. Ça viendrait du système moteur et non du système auditif? Enfin, est-ce que tu peux éclaircir ce que tu viens de dire? Je ne suis pas sûre de l'avoir compris. En fait, alors, souvent, en fait, quand on parle du cerveau, euh, donc, on appelle donc le cerveau qui fait des prédictions, qui a des modèles et qui anticipe, etc. Donc, c'est que naturellement, quand on perçoit, on va toujours tenter de faire un modèle et d'extraire. Et donc, l'idée, c'est que quand ça groove, c'est dans tous les cas, pour tous les sons, le système moteur va essayer de représenter le rythme du son. Et si le système auditif n'y arrive pas, à ce moment-là, il va y avoir une augmentation de la connexion entre les deux régions. Ok. Donc, Mais ça est-ce... vient en effet du système moteur qui propose son aide en quelque sorte pour pallier un déficit de D'accord. traitement. Et est-ce que cette connexion-là, elle se fait chez tout le monde? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont aller danser tout de suite et d'autres qui restent sans aucun mouvement. Est-ce que c'est parce que on est un petit peu tous différents sur cette connexion-là ou c'est juste que certaines personnes inhibent cette réaction motrice? Alors, bon, c'est un sujet complexe. Par exemple, nous deux, si on ne danse pas, c'est probablement pour des raisons différentes. Il y a bien évidemment des raisons sociales ou émotionnelles, des choses comme ça. Mais en effet, il y a par exemple, lié à la musique, on identifie, notamment la musique et le cerveau, c'est beaucoup lié à Montréal. Il y a une chercheuse, Isabelle Peretz, qui avait mis en évidence, après beaucoup de gens ont travaillé là-dessus, par exemple des gens à Lyon aussi, sur la musique. Donc la musique, c'est des gens qui chantent faux. Beaucoup de gens chantent faux, mais en fait, beaucoup de gens chantent faux parce qu'ils sont stressés, etc. Il y a plein de raisons. Et en fait, la plupart des gens qui chantent faux, si on leur fait un petit cours, qu'on les fait se calmer, qu'on les fait chanter doucement, qu'on leur fait apprendre la musique, ils vont réussir à chanter de musique. Mais il y en a impossible, même avec 10 ans d'entraînement, impossible. Et donc, c'est des gens qu'on appelle amusiques, qui n'ont pas le sens de la musique, des fréquences musicales. Et il a été montré que ces personnes-là ont les câbles, en gros la matière blanche, c'est les câbles qui connectent différentes régions dans le cerveau, euh, elle est moins développée chez ces personnes-là que chez la population moyenne. Et du coup,
le traitement auditif ne va pas se propager dans des régions motrices ou frontales. Donc là, dans le cas de la musique, c'est des régions frontales qui vont plus euh, faire de la mémoire de travail ou mettre en comparaison les sons. Et du coup, ça ne leur permet pas de suivre une mélodie. Parce que pour suivre une mélodie, il faut se souvenir de ce qu'on a chanté juste avant. Parce que c'est tout un rapport entre différentes notes, la musique. C'est j'ai fait cette note, hop, celle-là, elle doit être juste au-dessus, celle-là, elle doit être en dessous. Donc c'est la mise en relation des notes. Et eux, vu qu'ils n'ont pas une bonne communication entre la région auditive et la région qui fait la mémoire de travail des notes, et ben, ils se perdent en fait quand ils chantent. Et donc, pareil pour le rythme, on a maintenant des études qui travaillent sur les gens qui sont arythmiques. Donc, c'est des gens qui ont un sens du rythme inexistant, on va dire. Et, euh, et voilà, par exemple, il y a une étude assez simple qui a été faite. On demande aux gens de prononcer des syllabes, la syllabe ta, et on leur met aussi quelqu'un qui parle dans le fond sonore. Et naturellement, il y a des gens, ils vont se mettre à parler au même rythme que la personne qu'ils entendent. Et il y a des gens qui vont parler à leur propre rythme. C'est un peu comme on marche dans une cour. Est-ce qu'on se met à tous, on marche avec un ami, on va se mettre à marcher au même rythme ou pas? Et donc, ce truc de synchronisation, et donc, ils ont montré que c'était lié au fait que les gens qui avaient tendance à plus produire au même rythme de ce qu'ils entendaient, c'est ceux qui avaient une connexion plus forte entre les régions motrices et auditives. Et du coup, naturellement, il y a une communication qui se fait, qui est très souple, très efficace. Et donc, naturellement, ça a tendance à se synchroniser. Ok, donc ne pas avoir le sens du rythme, ça existe pour de vrai. Il peut y avoir des raisons physiologiques à ça. Oui, Ok. mais il y a aussi beaucoup de raisons principalement non physiologiques. Disons, Ouais. les amusiques et les arythmiques, c'est l'exception. Dans la plupart des gens qui chantent faux, ben, très peu sont parce qu'ils sont amusiques. Mhm. Oui, c'est d'autres raisons plus sociales, culturelles et ce genre de choses. Je sors complètement de ton champ. Est-ce que tu sais s'il y a un petit peu en biologie évolutive, cette- parce que tu as parlé des poissons tout à l'heure, c'est quoi l'intérêt d'avoir ce lien moteur et auditif? Est-ce que ce serait, si jamais tu connais ces travaux-là, je sais que je te sors complètement de ta zone de confort, mais si jamais tu as déjà des informations là-dessus, est-ce que c'est parce que c'est par l'audition qu'on entendait des prédateurs ou ce genre de choses? Est-ce que tu sais s'il y a un lien qui a été établi par rapport à notre évolution? Entre le son et l'aspect moteur, Ouais, alors non, malheureusement, je n'ai que des spéculations à faire. aucun Par problème. contre, je peux parler de quelque chose qui est assez intéressant. Avant, on pensait que le fait de danser sur de la musique, c'était spécifiquement humain. Par exemple, la plupart des singes, on leur met de la musique, ça les intéresse pas du tout. Euh, Après, il faut savoir que les singes, principalement, leur système sensoriel, c'est principalement la vision. C'est-à-dire que leur sens du son, ils ne servent pas trop du son, alors que nous, on s'en sert beaucoup plus. Mais il y a des gens qui ont découvert, par exemple, hein, il y a une vidéo assez connue sur Internet d'une sorte de perroquet à crête jaune. On lui met, c'est pas Daft Punk, je sais pas quoi, et il se met à danser dessus hyper bien, quoi. Il a un sens du rythme, du groove extrêmement bon. Il faut savoir que cet animal n'a pas de cortex. Il a des neurones, mais ces neurones sont regroupés c'est des noyaux, donc il a une structure du cerveau qui est extrêmement différente de nous. Évolutivement, il est hyper loin dans l'arbre phylogénique. Euh, et du coup, c'est intéressant, il a le même comportement que nous, alors que des ancêtres plus proches, des cousins plus proches, l'ont pas. Et du coup, étudier ce genre d'animal est intéressant pour essayer de comprendre quelles sont les raisons nécessaires pour danser. Et aussi qu'il y a plusieurs solutions dans l'évolution pour aboutir au même comportement. Est-ce que c'est pas aussi les seuls animaux qui sont doués de langage ou qui ont des capacités langagières aussi? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Euh, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on étudie aussi certains, mais c'est pas les mêmes espèces d'oiseaux. Il y a certaines espèces d'oiseaux qu'on étudie, qui ont pareil pas de cortex, mais en fait, ils sont très forts pour apprendre une mélodie. C'est-à-dire que quand ils naissent, ils développent leur chant, une sorte de leur mélodie à eux, leur gimmick.
Après, ça s'ancre et ils utilisent toujours, c'est leur carte de visite en quelque sorte, c'est leur nom. Et, euh, et du coup, ils servent beaucoup de l'audition pour se présenter, savoir. Donc, quand ils chantent, c'est qu'ils donnent des informations sur qui est là, etc. Mais je dirais pas que c'est. Je pense que beaucoup d'animaux ont de la communique, enfin, tous les animaux sociaux notamment, sinon ça n'a pas de sens. Comment on peut être social si on ne communique pas? C'est vrai. Et beaucoup d'animaux communiquent par le son. Après, du coup, parler de langage, c'est un peu difficile parce que c'est Elle un est où peu la mal limite défini. là? Ouais, ok. Voilà. Je comprends ce que tu Souvent, dis. la meilleure définition, c'est que le langage, c'est spécifique à l'humain. Mais du coup, ça ne dit pas ce qu'est le langage. C'est vrai. Et c'est même pas la syntaxe, parce que certains animaux, en fait, ils utilisent des sons et ils les organisent de telle manière qu'il y a une sorte de syntaxe. Donc, un sujet, une action, un complément, etc. Donc, bien sûr, c'est moins raffiné que nous quand on lit Proust, mais Ok. Je vais peut-être te ramener un petit peu plus sur tes domaines d'expertise, mais peut-être ouvrir sur vos recherches, le potentiel d'ouverture sur des applications, peut-être. Est-ce que le fait d'étudier le langage, la perception du son, est-ce que ça a une avenue pour essayer d'améliorer les appareils auditifs ou pour les développer d'autres technologies ou ce genre de choses? Parce que où est-ce qu'on en est dans les appareils auditifs et est-ce que cette recherche-là peut aider, par exemple? oui. Alors, peut-être, avant d'entrer là-dedans, j'aimerais peut-être dire quelque chose sur donc revenir sur le fait que notre cerveau, il y a une plasticité neuronale, c'est-à-dire on peut travailler, c'est l'apprentissage. C'est pour ça qu'on a développé l'école. Et donc, par exemple, sur le lien entre le son et l'aspect moteur, il y a une collègue, Indiana Volman, qui a fait une étude où elle a pris des gens qui ne savaient pas jouer d'un instrument et elle leur a appris à jouer du violoncelle et leur a fait jouer du violoncelle dans l'IRM fonctionnel. Donc, c'était un violoncelle spécial sans métal, etc. Et donc, l'idée, c'était de voir au fur et à mesure qu'ils apprennent à jouer, donc c'était plusieurs mois d'entraînement, et ils ont été scannés 4 fois, je crois, et de voir en fait comment les différentes des régions qui n'étaient pas activées au début, est-ce qu'elles s'activaient, est-ce qu'en fait il y avait de plus en plus de régions qui étaient recrutées, etc. Et donc notamment pour voir la mise en place d'une meilleure communication entre les régions auditives et motrices. Donc ça s'apprend. Donc ce lien entre le traitement du son et l'action. Et ça passe notamment par une région dite la région pariétale qui est impliquée dans l'attention. Et elle a aussi montré qu'elle pouvait trouver euh, dans l'aire motrice présupplémentaire, en fait, c'était une région où, avant de commencer à les entraîner, on pouvait un peu anticiper ceux qui allaient mieux progresser que d'autres. Donc, en fait, un peu des facteurs prédictifs. Donc, de voir des gens qui ont déjà des prédispositions, en quelque sorte, pour être meilleurs. Voilà. Et donc, ces travaux-là sont intéressants dans le sens où ils montrent qu'on peut améliorer la connexion entre les régions auditives et motrices. Et il faut savoir que ce lien va dans les deux sens. Là, on a parlé beaucoup de traitement du son qui donne envie de bouger, mais il faut savoir que nous, on travaille aussi on fait des études où on montre que le fait de bouger modifie comment on perçoit les sons. Donc, euh, C'est-à-dire, typiquement, par exemple, ouais. euh, typiquement, si vous entendez quelqu'un, vous êtes dans un pays étranger, c'est pas votre langue maternelle, vous êtes dans un bar, il y a beaucoup de bruit, quelqu'un vous parle, bah, vous allez bouger la tête pour essayer de suivre le rythme de la parole de l'autre et de porter attention au moment où il est censé y avoir une syllabe qui se prononce et pour, en portant attention, extraire à ce moment-là l'information. Moi, je me suis beaucoup retrouvé dans des endroits où on est quoi et on bouge un peu. Et donc, nous, on a travaillé de manière un peu plus systématique pour comprendre ce phénomène. Et on s'aperçoit que quand on bouge, en fait, vu que le système moteur est très bon pour les rythmes, la coordination motrice, ça demande d'avoir une finesse. C'est une horloge très précise, le système moteur. Et du coup, de bouger permet de plus porter attention à l'aspect temporel des choses. Et, et donc, les gens qui ont des problèmes d'audition, en gros, le fait
leur apprendre à faire de la musique, ça va leur apprendre à avoir une attention plus précise sur les sons et sur la suite de sons. Et notamment, ça peut les aider pour la compréhension du langage, par exemple. C'est que finalement, le système moteur, c'est un petit peu notre organe pour percevoir le temps, pour nous aider à le discrétiser quelque part. Alors, en effet, on n'a pas de sens, on n'a pas d'organe du temps, mais dans énormément d'études, alors c'est quelque chose de très débattu, vu qu'on n'a pas d'organe, c'est très difficile de dire c'est ça l'organe, mais dans énormément d'études, on voit en fait quand on demande aux gens de porter soit attention au temps d'un stimulus, soit à sa couleur, soit à autre chose, quand on leur demande de porter attention à l'aspect du temps, on voit des activités dans les régions du système moteur. Voilà. Et donc, pourquoi on ne sait pas? Est-ce que c'est parce que le système moteur, pour la coordination motrice, il doit être très précis temporellement et du coup, il est recyclé pour estimer des durées? Est-ce qu'il y a des cas de figure où ce n'est pas le système moteur qui est recruté, mais d'autres régions? Ça dépend aussi des durées. Le système moteur, il est très bon pour les durées aux alentours de... On a dit, il bouge à 2 Hz, donc c'est les durées entre 100 millisecondes et 2 secondes. Enfin, de l'ordre d'une demi-seconde, une seconde, il est bon. Par contre, si je présente un stimulus qui fait 5 millisecondes, extrêmement court, c'est pas du tout l'échelle de temps pour laquelle le système moteur est bon. Et puis si je présente un stimulus qui fait 1 minute, c'est pas du tout l'échelle de temps dans laquelle le système moteur est bon. C'est plus pour des durées de l'ordre de la seconde, par exemple. Mais Ouais. c'est marrant parce que tu disais que donc, le rythme de la parole, c'est plus 5 syllabes par seconde, ça va plus vite que le rythme du mouvement. Et donc, on a le système moteur qui est a priori plus à l'aise en du 2 Hz, mais il nous aide, quand tu disais de l'apprentissage de la langue, à apprendre quelque chose qui serait plus autour de 5 Hz. C'est ça l'idée? Alors, oui, c'est un bon point. Donc, nous, là, on est exactement en train de lancer une étude pour mieux comprendre ça. En fait, il y a plusieurs explications possibles et du coup, l'idée, c'est de faire une étude pour départager les différentes hypothèses ou peut-être trouver que c'est aucune de ces hypothèses-là et que c'est encore autre chose. C'est généralement le cas hein, parce que le cerveau ne comprend globalement rien. Et du coup, on a toujours 2, 3 hypothèses et généralement, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe et c'est comme ça qu'on avance. Mais je pense il y a du travail pour encore quelques centaines d'années. Euh, le... Donc, en fait, il faut savoir que la parole, donc il y a le rythme syllabique qui est principalement visible dans le son, dans la modulation du volume. Mais en fait, les syllabes, après, sont regroupées par mots. Typiquement, il y a 2 syllabes par mot. Ça peut aller entre 1 et 5, mais c'est très rare d'entendre anticonstitut consigné. À part si, voilà, encore si on lit, je n'arrive même pas à le prononcer. Si on lit Proust et il n'utilise que des mots de 3, 4 syllabes, globalement, les gens utilisent des mots de 2 syllabes. Bonjour, comment, allez, bon, vous, il y a une syllabe. Donc, il y a les mots. Et après, les mots sont regroupés en locution. C'est lié à la prosodie. En fait, c'est le rythme un peu de l'intonation de la voix. Et donc, ça, c'est des rythmes plus lents. Et typiquement, le rythme du mot, c'est aux alentours de 2 mots par seconde. Et les locutions, c'est aux alentours d'une locution par seconde. Nanana, 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 nanana. Et donc, en fait, la question, c'est pourquoi ça nous aide. On a observé comportementalement qu'entraîner, donc, il y a des collègues qui ont étudié chez des enfants qui souffrent de surdité. Ils leur ont fait apprendre que donc ces personnes ont des implants cochléaires, ils leur permettent d'entendre le son, mais c'est un son très dégradé. C'est pas aussi bien qu'une oreille naturelle. Et donc, ils font beaucoup d'orthophonie, de choses comme ça pour. Et en fait, ils se sont rendus compte que de manière complémentaire à tous ces exercices sur le langage, c'était aussi intéressant de leur faire des exercices de rythme, de musique, pour leur apprendre à avoir une meilleure attention à l'aspect temporel des choses. Et que si on leur apprenait à... En fait, la musique, c'est plus lent, mais c'est aussi plus précis. C'est-à-dire que si je joue de la musique avec quelqu'un, il faut être précis à la milliseconde. La parole, on n'est pas à la milliseconde aussi. Donc, euh, la synchronisation entre nos mouvements et ceux, par exemple, du collègue avec qui on joue de la musique, doivent être extrêmement précises. Donc, ça demande de traiter un son, de produire une action et de faire ça de manière très, très fine. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en faisant ces exercices-là à des enfants qui sont implantés cochléaires et donc ont des limitations pour traiter les sons, ça les aidait et que c'était complémentaire à tous les exercices qu'ils font aussi de locution verbale, d'orthophonie, etc.
Après, pourquoi ça les aide? Ça, c'est la question. Donc, on observe quelque chose empiriquement, ça marche. On le sait, ça marche comportementalement. Après, la question, c'est quel est le mécanisme neuronal qui est impliqué là-dedans. Et, euh, et donc, voilà, les hypothèses, c'est peut-être, en fait, on suit le rythme de la prosodie, la musique de la parole. Euh, voilà, peut-être on suit les mots, on ne sait pas. Donc là, tu disais, ça veut dire qu'on peut utiliser l'aspect moteur pour rééduquer la compréhension de la parole et du son. Est-ce que ça marche dans les deux sens? Est-ce qu'on peut utiliser le moteur pour développer l'auditif? Est-ce qu'on peut utiliser l'auditif pour développer le moteur? Voilà, alors, oui, donc c'est exactement ça. Typiquement, donc j'ai deux exemples en tête. Les patients parkinsoniens, ils souffrent d'une dégénérescence des neurones présents dans les ganglions de la base, qui est une structure sous-corticale, donc un relais très important de la communication entre les neurones. Et c'est une structure vraiment impliquée dans le système moteur, et donc aussi d'ailleurs dans l'estimation du temps. Et, et vu qu'ils ont ce déficit-là, les patients parkinsoniens ont des tremblements, et ils ont surtout quelque chose de très contraignant, c'est un problème d'initiation au mouvement. C'est-à-dire, une personne qui veut se mettre à marcher, nous on dit je vais me mettre à marcher, on se met à marcher. On n'y pense pas. Ces personnes-là, en fait, souvent, il va leur falloir plusieurs secondes pour pouvoir initier un pas. Et une fois qu'ils commencent à faire un pas, deux pas, ils arrivent à marcher correctement. Mais c'est le premier pas qui est dur à mettre en place, comme s'il fallait lancer la machine un peu, comme s'il y avait un problème d'une manivelle qui n'existait plus dans leur cerveau. Donc c'est un peu l'image qu'on a pour ce noyau qui est dégénérant chez eux. Et donc il y a l'idée que de leur mettre de la musique, euh, en fait, ça va permettre d'un peu compenser ce déficit-là et ça va les aider. Voilà. Donc l'idée, il y a une horloge interne. Cette horloge interne est dégradée. On leur donne une horloge externe. Et donc, il y a cette histoire qui est probablement une fable d'une personne, enfin, je ne sais pas, je ne connais pas la source exacte, mais c'est une personne parkinsonienne et tout d'un coup, elle entend une marche militaire, quelque chose de très rythmique, justement, pour le coup, du coup, qui ne groove pas, qui ne donne pas envie de danser, mais qui donne un cadre temporel très précis. Et cette personne se met à marcher, alors qu'elle avait des grosses difficultés pour la marche. Donc ça, c'est un cadre de ça. Il y a aussi les personnes qui font des AVC quand ils sont en rééducation, notamment pour retrouver leur dextérité motrice, etc. De leur mettre de la musique va les aider aussi euh, à retrouver un peu une dynamique au bon rythme, en fait, au rythme naturel. Et on voit aussi, au final, les personnes qui souffrent de bégaiement. Donc souvent, le bégaiement, c'est aussi un problème d'initiation de la fluidité de la parole. On bloque on a du mal à passer à la syllabe suivante, etc. Et donc, des fois, d'avoir un rythme, de soit taper le rythme ou soit écouter un rythme, peut aider. Bien sûr, ça ne marche pas à 100% du temps. Par exemple, il y a beaucoup d'études à Montpellier, à Montréal, sur les patients parkinsoniens et la musique. Et en fait, il faut une diversité. Chez les gens, ça les aide beaucoup, d'autres, ça ne les aide pas. Pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi ça aide. Enfin, qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Et c'est tout l'enjeu des études actuelles. Ça me fait penser à une fois, j'étais allée voir, j'étais ado, j'étais allée voir un concert de gospel. Et je faisais énormément abaisser la moyenne d'âge. Il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient avec leur déambulateur, avec des cannes. On les avait vus arriver dans la salle avec beaucoup de difficultés, s'asseoir. Et puis la musique, après, était tellement entraînante qu'elles étaient debout, elles dansaient sans la canne, sans les déambulateurs. Et à cette époque-là, je me souviens l'avoir interprété comme bon, ben, peut-être ils n'avaient pas tant besoin du déambulateur et les cannes. Et puis là, on voit un petit peu la chose. Mais en fait, c'est qu'il y a probablement la musique qui a un réel effet physiologique sur ces personnes-là. C'est pas de la mauvaise volonté quand ils ont leur déambulateur et qu'ils arrivent beaucoup moins à marcher, quoi, finalement. Oui, oui. Je pense, on se dit toujours les gens, mais ça arrive pas trop des gens qui font semblant d'être malades, je pense. Mm. Et après, la musique, il y a aussi l'aspect émotionnel, etc. D'ailleurs, c'est très lié. Souvent, on voit que les musiques qui donnent envie de danser sont aussi les musiques les plus plaisantes. Et donc, pourtant, c'est des régions du cerveau très différentes qui traitent le mouvement et les émotions, mais elles communiquent aussi. Et du coup, c'est difficile de comprendre la part des choses entre ces différentes choses-là. Ça interagit énormément. Le moteur, l'émotion, l'audition.
Ouais, il y a encore beaucoup de choses à comprendre à ce sujet-là. Et d'ailleurs, toi, dans ton laboratoire, c'est quoi que vous êtes en train d'étudier? C'est quoi les prochaines, vos prochaines recherches? Bah, alors, on a beaucoup de projets. Après, on met beaucoup de temps pour faire chaque projet. J'ai un peu parlé déjà des prochaines recherches, comprendre en Ok. fait, quand on bouge sur la parole, exactement quel aspect on se synchronise sur quel aspect, etc. Mais de manière plus générale, je pense que les recherches à venir, avant, en fait, l'idée, c'était, il y a des biologistes qui comprenaient les neurones, ils s'activent, ils s'inactivent à telle région. Et il y avait les psychologues qui s'intéressaient à la pensée ou à la perception, comment percevoir les choses. Et il y a eu cette communication entre les psychologues et les biologistes qui a fait les neurosciences cognitives. Et maintenant, on est plus à un niveau où ça, on a compris les paradigmes un peu comme ça. Mais par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est un peu le lien avec les ordinateurs et ce qu'on appelle computational neuroscience. C'est quel algorithme est effectué par tel groupe de neurones, quelle transformation du son. Typiquement, là, quand je parle d'un son, si on entend que c'est grave ou aigu, c'est que quelque part, nos neurones, ils vont faire une décomposition spectrale du son. Et donc, décomposition spectrale, c'est est-ce que c'est une transformée de Fourier, une transformée de Morley, une transformée... En mathématiques, nous, on a plein d'outils possibles qui fassent ça. Et l'idée, c'est de comprendre le cerveau, quelle est sa stratégie à lui. Il y en a plein qui existent, mais peut-être le cerveau en a plusieurs aussi. Et donc, c'est maintenant vraiment faire le lien entre, typiquement, les gens qui font... Il y a beaucoup le lien entre l'intelligence artificielle, qu'on appelle l'intelligence artificielle, et, et les neurosciences. Parce qu'en fait, on fait des ordinateurs maintenant qui arrivent à comprendre de langage, des analyses de texte, des choses comme ça, des choses très complexes. C'est pas juste Siri qui enregistre ce qu'on lui dit, c'est aussi de comprendre le sens de ce qu'on dit, des fois reformuler et tout, ce qui est très très compliqué. Et, et donc, il y a des gens qui ont codé ça et qui ont trouvé des solutions. Est-ce que c'est les mêmes que ce que fait le cerveau humain? Probablement pas. Et du coup, est-ce que chacun peut apporter à l'autre? Et ça, c'est ça l'enjeu des prochaines années, des 10-15 prochaines années, c'est comprendre les algorithmes dans le cerveau. Notre cerveau, c'est pas un ordinateur, dans le sens où il ne travaille pas du tout comme font leurs ordinateurs, mais il fait du traitement de l'information. Donc, il calcule les choses. Voilà. Super intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions, puis d'avoir partagé un petit peu ton travail. Est-ce qu'il y avait quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu voudrais ajouter un petit mot? Ou est-ce qu'on a fait le tour, tu penses? Oui, on a fait le tour. Oui, je pourrais parler d'autres choses, mais je pense que c'était déjà assez dense. Euh, voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bah, parfait. Merci beaucoup et puis bonne journée alors. Merci, Viviane.